Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien et on est très content de vous retrouver encore une fois avec Scipion. On est de retour et on a quelques sujets à trancher aujourd'hui. On fait double épisode, d'abord le 11 du début de saison et ensuite un petit peu de projection sur l'hiver qu'on va vivre, quelques transferts qu'on aimerait voir réalisés au mercato de janvier. Donc vaste programme, très content d'être accompagné par un crack ultime qui je crois avait un petit train ce matin ou est revenu à temps pour notre call. Comment ça va, Scipion ? C'est ça, bah écoute, merci encore pour l'invitation Hello. Ouais, c'était la dernière d'hors-jeu de l'année, donc dans le train c'était un peu tôt, j'avoue que j'ai plutôt fait la sieste en me disant faut que je sois prêt pour l'enregistrement, mais on avait tout bien préparé, le petit document Google, les fiches, et comme je te disais juste avant qu'on enregistre, c'est le genre de choses où tu peux changer à tout instant de joueurs, de réflexion pour le mercato qui inclut dans le 11, donc ça va être pas mal de discuter avec ça de toi. Ah, il me régale, il a bien bossé. Écoute, on va partir d'abord sur le 11 du début de saison, trancher un petit peu sur les 4 premiers mois de la saison qu'on a vu pour l'instant, avant de se projeter. Et si on... ça m'a fait kiffer parce que honnêtement, sur ce 11 des 4 premiers mois, où on parle vraiment des gars qui sont en train de réussir leur début de saison, qui se sont imposés comme étant les références à leur poste, etc., il y avait clairement des évidences, tu vois, j'ai pensé à mon 11, il y en a qui sont sortis immédiatement. Mais le premier poste, celui de gardien, c'est celui où j'ai fermé les yeux et j'ai pas eu tout de suite un nom qui m'est venu en tête. Donc c'est peut-être celui qui a demandé le plus de poser des réflexions. Et à la fin, j'en ai un que je me sens bien prêt à défendre. Mais je suis curieux d'abord d'entendre le tien ou de comment t'as procédé pour définir le meilleur gardien, entre guillemets, du début de saison. Alors c'est marrant parce que moi il y en a un qui m'est venu directement à l'esprit, c'est Raya en termes de régularité, voilà, celui qui a fait la première partie de saison un peu idéale où il a répondu présent, il n'y a pas eu d'erreur, il y a toujours son implication dans le jeu d'Arteta où il répond présent. Il y a Donnarumma qui a eu un vrai impact du côté de City avec certains arrêts qui ont été vraiment bluffants, marquants. Je pense à l'un contre Liverpool, vraiment il y a une détente, enfin, on connaît Donnarumma et même forcément la petite critique par rapport au jeu au pied, je trouve qu'à City il s'en sort plutôt bien, mais en fait quand on pense au poste de gardien de but et à celui qui a vraiment amélioré son équipe, même s'il a manqué un petit peu quelques semaines sur une blessure. Moi, je pars sur Joan Garcia parce que je trouve que c'est celui qui change le plus le poste de gardien dans une équipe. On savait qu'il y avait un besoin au Barça. Tu vois, Chesney un peu vieillissant, qui a fait le taf, mais là, on s'est rendu compte sur certains matchs que c'était plus trop ça, que c'était mieux de l'avoir en doublure. Ter Stegen, en plus, il y a un petit peu un imbroglio parce que c'était capitaine. Il y a une histoire par rapport à sa blessure au dos. Est-ce qu'il veut se faire opérer ? Est-ce qu'il a prévenu le club ? Enfin, un truc un petit peu bizarre en sous-marin. Et en fait, je me suis rendu compte que Joan Garcia, parce que tu avais quand même un pari, parce que même si le Barça le voulait, que Flick en a été fan, passer de l'Espagnol au Barça avec tout ce que ça implique, le changement de dimension, lutter pour le titre en Liga, être performant en LDC, honnêtement, j'ai trouvé qu'il s'est extrêmement bien adapté. Je vois évidemment cette idée d'avoir un gardien qui participe au jeu, mais je trouve aussi en termes d'arrêt, par exemple, ce qu'il a fait comme match à Newcastle, le premier en LDC, tu vois, il a fait son match, donc c'est peut-être pas le meilleur gardien, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui, en termes de régularité, en termes de clean sheet, tout ça, de buts concédés, mais celui qui pour moi m'a fait la meilleure impression en termes, je comprends pourquoi il l'a recruté et il a changé le truc au Barça, en fait c'est vrai que Joan Garcia, je le mets devant. Je te mets en le vrai, ouais, de ouf. Et parce que là, c'est très intéressant. Il y a pas longtemps, je faisais ma vidéo. Le Barça est de retour. Ils ont retrouvé Pedri, ils ont retrouvé Rafinha, et ça fait clairement la différence de retrouver deux de tes 3 meilleurs joueurs, la pression, le lien au milieu, etc. Mais aussi, j'ai fait une sous-partie sur Joan Garcia, où je pense que même au-delà de la raison pour laquelle il a été recruté, le meilleur jeu au pied, meilleur sur les sorties, notamment les sorties aériennes, où il a un pourcentage de ballons captés qui était genre 2 ou 3 fois supérieur à Chesney. Je trouvais que même sur sa ligne, Chesney, il commençait à y avoir des ballons qui filaient sous le ventre, des arrêts premier poteau qui n'étaient pas faits, etc. Où tu avais simplement peut-être besoin d'un meilleur shot stopper tout court. Donc, niveau impact, honnêtement, et en plus impact sur une winning team, entre guillemets, c'est un truc que je valorise beaucoup, à quel point est-ce que tu portes ton équipe à des hauteurs, type la hauteur, genre leader de Liga, et équipe prétendante en Champions, etc.
Ouais, je suis d'accord. Là, je suis en train de regarder les matchs de Johan Garcia. Il en a raté 9, 3 en Champions et 6 en Liga, plein milieu de saison. Mais avant ça et après ça, en Liga, il n'y a aucun match perdu. Les 2 défaites, elles arrivent quand il n'est pas là. Il est là pour le 3-0 contre Chelsea. Je me souviens plus quelle est sa prestation exactement dans les buts à ce moment-là. Est-ce que tu as une parade en tête de Johan Garcia, un moment déterminant de Johan Garcia? Ouais, comme je te le dis, à Newcastle, il y en a une. Newcastle. Je sais plus si c'était Tonali, je sais plus qui, ou Barnes, il y en a un qui lui fait un truc et il y a vraiment un arrêt réflexe. Okay. Je me suis dit waouh. Et c'est vrai que le match à Chelsea il est là, mais on sait ce qui s'est passé à Rojo, le CSC de Koundé, Ferran qui en rate une belle, qui peut peut-être changer un peu la physionomie du match. Donc pour moi, c'était pas le joueur qui a fait basculer la défaite du Barça, mais au-delà des arrêts déterminants, ouais, t'as parlé de winning team, et c'est vrai qu'il y a cet aspect où quand j'aime bien aussi quand un joueur est absent, on le remarque, et là on s'est dit ok, ils sont allés chercher, mais c'est vrai que quand il est pas là, c'est quand même difficile, surtout certaines défaites qui ont pu piquer, comme tu as dit, Chelsea, ouais, c'est le match à Bruges, je me suis dit là, c'est pas possible. Ouais, très. Bah écoute, non, pas mal. Moi, j'avais. Comme il n'y en avait pas une qui me venait direct, j'ai commencé à réfléchir un peu. Je fais Raya, ouais, mais tellement bien aidé. Johan Garcia, je l'avais, mais je me dis, pas mal de matchs ratés et tout. C'est aussi un truc que j'ai pris un peu en compte. À la fin, je suis allé sur Maignan. Le truc avec Mike, c'est déjà les stats avancées, elles sont très bonnes. En gros, tu regardes les post-shot expected goals, il est à plus 3.6, donc il rapporte 4 buts quasiment en Serie A à Milan cette saison. Ça le place top 10 en Europe sur les 5 championnats majeurs. Et quand je regarde le reste du top 10, en fait, j'ai pas vraiment de gardien qui peut prétendre à cette catégorie. Le top 5, c'est Hervé Kofi, Aaron Escandel, Ivan Provedel, Miles Villar de la Roma, pourquoi pas, et Berke Euser de Lille. Donc des mecs qui ont été forts sur leur ligne. Mais peut-être Maignan, juste avant, quand j'étais en train de préparer ça, ils n'avaient pas encore fait le nul contre Sassuolo. Donc ils ont perdu la tête de Serie A. Mais ils étaient leaders de Serie A et ils sont dans la conversation. Clairement, il y a une trop belle course à 4 qui va rythmer notre 2026 en Serie A entre Naples, Roma, Inter et l'AC Milan. Et Milan est dans la converse, alors que je trouve que défensivement, dans ce 3-5-2 d'Allegri, ils n'ont pas été extraordinaires. Pavlovic, Tomori, Gabbia, c'est ok, mais j'ai encore vu Gabbia coûter des buts l'autre jour contre Sassuolo, au moins un. Et Maignan a été costaud en ayant peut-être... J'essaie de fermer les yeux et de réfléchir à le moment déterminant d'un gardien sur le début de saison. Et peut-être le truc qui me restait le plus, c'était le penalty stoppé de Maignan contre Çalhanoğlu dans le derby della Madonnina. Parce que c'était derby de Milan et c'était le 1 contre 2 à l'époque, si je dis pas de bêtises. En tout cas, clairement un choc déterminant pour la lutte pour le titre. Et l'arrêt de Maignan sur penalty, c'est son deuxième de la saison. Il fait un stop aussi sur Dybala dans le match contre la Roma. Il a 3 distinctions d'homme du match cette saison en Serie A, Maignan, ce qui est pas mal pour un gardien en une quinzaine de journées. Et contre l'Inter, le penalty de Çalhanoğlu, c'est genre, je trouve que c'est l'arrêt parfait. On sait à quel point il est fort sur penalty, mais là vraiment c'est un de ces rares moments où tu as un gardien qui, sur un penalty interactif, où Çalhanoğlu ralentit la course, fait le regard jusqu'au dernier moment, et c'est Maignan qui prend le contrôle sur le penalty. Pour ceux qui ont raté la séquence, n'hésitez pas à aller checker, mais en gros, genre, il se place déjà très légèrement en décalé sur sa ligne. C'est pas Landreau contre Ronaldinho, mais genre, il est un petit peu à genre 40 cm d'asymétrie. Quand Çalhanoğlu lève la tête, il donne la fausse piste et il la tient jusqu'au moment où Çalhanoğlu baisse la tête, et là, il fait le plongeon dans l'autre sens et stoppe un penalty, 75e minute, dans ce match tellement important, et peut-être match du titre, on s'en rendra compte en fin de saison. Donc ouais, ça c'était un petit peu peut-être mon moment déterminant le plus d'un gardien cette saison. Et je sais pas, je pense avec Maignan, c'est juste... il n'y a pas la Champions, bien sûr, parce que Milan a fait 8e la saison dernière, donc il nous manque ce révélateur-là et des moments de milieu de semaine très marquants que tout le monde voit. Et du coup, je pense pas qu'il sera, si on refait cette vidéo juste avant la Coupe du Monde, et normalement, il ne devrait plus être dans le classement, parce qu'il y aura eu des moments déterminants. C'est ça qui est intéressant avec le poste de gardien aussi. C'est tellement un poste de moment décisif que ça devient très très clair après les quarts de finale, demi-finale, finale de Champions.
mais ça l'est genre pas du tout, je trouve, sur la première partie de saison où t'as pas encore eu ces moments coup près. Mais ouais, donc Maignan, je sais pas ce que t'en penses, si c'est une folie ou comment tu vois Maignan, mais moi c'était peut-être le truc qui me marquait notamment à Milan. Non, franchement, c'est une très belle piste. Je t'avoue, c'est vrai que le biais Ligue des Champions a peut-être faussé mon esprit parce qu'évidemment, Maignan, je le trouve excellent. Il est revenu à un très bon niveau. Il faut le dire que l'an passé, si Milan a chuté à 8ème place, c'est aussi parce que lui, il y a eu ses petites blessures. Il y a eu également des petites erreurs qui sont un peu inhabituelles chez lui parce que c'est quand même plutôt un gardien fiable. En équipe de France, il y en a qui disaient, tu vois, qui ont quand même évoqué la possibilité de le remplacer par Chevalier, de le sortir. Alors que moi, je trouve justement, depuis qu'il a pris la succession de Lloris, il est impeccable. Il est vraiment irréprochable. Il a fait son euro. Le match contre l'Espagne qui était un peu fou, le 5-4. Bon, sur les buts, il peut pas grand chose pour moi. Il est dans l'équipe du tournoi de l'Euro 2024. Ouais, exactement. Donc Maignan, en vrai, t'as parlé de ses moments décisifs, il y a les pénaltys, il est toujours aussi bon dans cet exercice, il a vraiment ce truc, et c'est pas hasard si, évidemment, un Milan version Allegri qui revient avec ce mercato ambitieux sans Coupe d'Europe, c'était sûr qu'ils allaient jouer le top 4, alors pourquoi pas le titre, on verra, mais je pense que s'ils sont à cette place, c'est aussi parce que Maignan est redevenu une référence. Donc, comme tu dis, c'est vrai que sur une première partie de saison, comme il n'y a pas encore eu un gros dénouement en Ligue des Champions, qu'il n'y a pas trop de vérité, si tu me dis qu'on met Maignan devant Garcia, après évidemment c'est toujours la même chose, mais devant Garcia, Raya, Donnarumma, moi je trouve pas ça abusé du tout. C'est quoi son plafond, tu penses, carrière, on va dire, genre quel rang historique est-ce qu'il peut atteindre? Parce que là il a 30 ans et peut-être en train de vivre un prime, parce que maintenant le poste en équipe de France est pour lui. On sait que sur le poste de gardien, ça peut durer encore un paquet d'années. Peut-être il a encore 5 ans à très très haut niveau. Peut-être son style en plus est relativement bien impérissable, d'être surtout shotstopper, etc. Je réfléchissais parce que arrête-moi quand t'entends un nom que tu trouves prenable, disons dans la hiérarchie des gardiens du 21e siècle. Pour moi, il y a un top 6 qui est impossible à aller chercher. Neuer, Buffon, Casillas, Courtois, Setch, Van der Sar. Ça, c'est le gratin, c'est impossible. Oliver Kahn, c'est 20e siècle, pour moi, la plupart de sa carrière, donc je le sors un peu de cette conversation. Mais si on fait le reste du top 10, peut-être Julio César, Alisson, Oblak, Keylor Navas et Donnarumma / Emiliano Martinez, peut-être qui se battent un peu pour intégrer le top 10, top 12 en fonction de la suite de leur carrière. Je pense Alisson, ce qu'il a fait, la Champions, en Première Ligue avec Liverpool, ça va être forcément dur à aller chercher. Il y a une Copa América aussi. Julio César, typiquement, c'est un gardien que tu peux comparer à Maignan parce qu'il a fait sa carrière en Serie A et il en a 5. Et il a une Champions avec un des arrêts méga déterminants sur Messi en demi-finale. Oblak, c'est peut-être pas le plus de trophées du top 10, mais à un moment, le meilleur gardien du monde et même quelques années. Donc, on verra. Navas, bon, on sait. Donnarumma, 26 ans seulement, déjà 1 euro et une Champions en tant qu'acteur majeur. Donc en plus, lui, il a 4 ans d'avance sur Maignan. Et j'ai peut-être une question Emiliano Martinez, parce qu'en club, il n'y a pas grand-chose entre guillemets, mais c'est un acteur tellement majeur de la dynastie Scaloni. Il a le plus grand arrêt de l'histoire du football sous sa ceinture. Enfin, ça, c'est impossible de lui retirer, malheureusement. Donc ça, je pense que c'est peut-être dur à aller chercher, mais après, est-ce que la zone... Ederson, De Gea, Ter Stegen, il y a de la résistance, c'est pas facile à aller percer le top 15. La zone en dessous, Hugo Lloris, Edouard Mendy, ça je pense c'est tout à fait à la portée de Maignan. Qu'est-ce qu'il lui faut pour être un top 15 du 21e siècle, tu penses? Ah, t'as parlé de trophées. Après, les moments marquants, il en a avec des pénaltys. En équipe de France, il y a déjà des arrêts. On s'est dit, waouh, je pense à un arrêt sur un corner en Irlande où il va faire un réflexe qui est fou, vraiment. Ouais. On s'est dit, juste après avoir pris la place de Lloris, il a déjà envoyé un message. Non, évidemment, avec l'équipe de France, il va forcément, à son âge, il y aura encore une Coupe du Monde, 1 euro. Peut-être la CDM 2030, il aura 34 ans. Faut voir sa situation avec Milan par rapport à son contrat. Il y a toujours une hypothèse de Chelsea. J'ai l'impression que ça revient depuis 1 an et demi, 2 ans. Est-ce qu'il a besoin de ce passage en Première Ligue pour justement
aller au-delà de ce top 15, où pour moi je pense qu'il peut avoir son petit mot à dire. Ça va être un peu la suite pour lui, mais déjà en Serie A, il est éminemment respecté. Moi, je suis comme toi, j'adore son style. C'est peut-être là la notion de trophée. C'est dommage parce qu'en termes de moments marquants, je pense que c'est un gardien qui peut en avoir plein parce qu'il a tout ce qu'il faut en termes d'arrêt réflexe, mais peut-être pour aller chercher un petit peu mieux dans la hiérarchie, aller peut-être faire... C'est dommage parce qu'à Milan, j'ai l'impression qu'ils ont quand même envie de faire un nouveau cycle. Alors est-ce qu'avec Allegri, une fois que tu auras la Ligue des Champions qui sera de retour, quel sera un petit peu le niveau global de cette équipe? Est-ce qu'ils pourront tenir sur la durée? Est-ce que lui, il a envie d'aller tester la PL où il y a eu quand même pas mal, tu vois, de sollicitations? Ça va être intéressant pour Magic Mike. Ouais, bah écoute, le gros trophée international, déjà, ça, on le prend avec plaisir et ça le placerait, par exemple, tout de suite, je pense, au-dessus de Lloris. En sachant que pour Maignan, il y a aussi la Ligue 1 prise avec Lille, le titre avec Milan en Serie A, mais la Ligue 1 avec Lille, elle compte pour un petit quelque chose dans cette période de domination du PSG. Et moi, je me suis mis, ouais, gros trophée international, bah, allez nous chercher la Coupe du Monde là, ou l'Euro d'après, et je pense une Champions d'une manière ou d'une autre, et que ce sera trop difficile avec Milan, on va pas se mentir. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu aux opportunités, parce qu'effectivement, il est fin de contrat 2026, et il y a Chelsea qui revient, parce qu'ils ont toujours besoin de trouver véritablement leur gardien. Mais moi, je vois aussi, il y a 2-3 postes dans le foot mondial, des clubs qui peuvent aller gagner la Champions, qui, bah, tu vois, Neuer, il a 40 ans, il aura 40 ans fin de saison, il est en fin de contrat. Alisson, mine de rien, en début de saison, là, c'était sa 4e blessure à l'ischio sur les 2 dernières années et demie. Il a raté 60 matchs sur les 2 dernières années et demie. Il est toujours à un top niveau quand il joue. Mais tu vois, si on a une 5e là, fin de saison, que tu... Après, non, mais je suis bête, ils ont Mamardashvili, donc ils ont assuré la relève avec Mamard. Donc non, pas Liverpool, mais peut-être si le Real Madrid se dit que Lounine, ils ont un petit doute, et que Courtois, lui aussi, il a raté pas mal de matchs avec les ligaments croisés, et derrière, il y a eu des petites fragilités qui sont apparues. Je sais pas, mais peut-être Bayern, Chelsea, et aller chercher une coupe aux grandes oreilles, peut-être ça le placerait très très haut. Mais voilà, toi, t'avais notre ami Joan Garcia, j'avais Maignan, et je pense qu'il y en a quelques autres qui sont dans la conversation. J'ai effectivement Raya, Donnarumma, et puis des plus petits noms ici et là. Mais voilà pour notre poste de gardien. Je pense que c'est pas mal. Si on passe sur la ligne de 4, t'as fait une défense à 4 aussi? Ouais, je suis parti moi sur un 4-3-3. Ouais, pareil. Avec un 6 et 2-8, quoi. Exactement. Ok, bah nickel. Sur ma ligne de 4, j'ai 3 joueurs d'Arsenal. Moi, j'en ai 2. J'ai Calafiori, Gabriel, Timber. Ok. Et moi, toi? j'ai Timber et Gabriel. Qui est-ce que t'as mis à gauche? Bah, Nuno Mendes. Ok. Et bah, le dernier central, j'ai mis Upamecano. Je sais pas si tu l'as aussi. Ah, bah, oui. On est raccord là. 3 sur 4, c'est pas mal. Vas-y, bah défends-moi un peu Nuno titulaire à gauche. Bon, ça va, c'est pas le pire à défendre dans cette vidéo, je suis plutôt pas mal. Que te dire sur lui, même si c'est vrai que peut-être que le souffle est redescendu après sa demi-saison un peu exceptionnelle, comme tu as évoqué à l'image de Donnarumma, mais lui c'est plus qu'une demi-saison, c'est vraiment un joueur. Et là où je suis très content pour lui, c'est déjà qu'il ne se blesse plus vraiment. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un petit pépin physique, mais au global, il enchaîne moins sur des saisons, tu vois, des rechutes. Et je trouve qu'il est toujours aussi étincelant, plein de fraîcheur. Il y a cette possibilité pour moi de me dire, est-ce que Nuno Mendes, si tu le mettais aujourd'hui ailier du PSG, est-ce qu'il n'aurait pas des stats meilleurs que Barcola, voire que Kvara? Pourtant, c'est des joueurs que j'apprécie dans leur registre, ils sont très bons. Mais quand je le vois évoluer dans cette zone des 30 derniers mètres, être aussi habile, avoir cette manière de pouvoir à la fois tenter, à la fois décaler un coéquipier, de bien se déplacer, et on le voit sur certaines hitmaps, même Lucho, je pense qu'il laisse beaucoup de liberté. On sait qu'au PSG, c'est une machine collective qui est extrêmement bien rodée, et que les coéquipiers de Nuno Mendes ont tellement confiance en lui que s'ils le voient numéro 9, ils vont pas dire oh là là, il y a une dinguerie et tout, on va rappeler tout le monde. Lui, il peut se balader vraiment dans ce poste-là. Alors évidemment, comme Johan Garcia, il a manqué quelques matchs, mais là, c'est vraiment la meilleure impression. Et pourtant, je trouve que, comme toi, Calafiori, pareil, lui aussi, il y a eu des petits pépins physiques, il s'en est débarrassé, et à 100%, c'est quelque chose. Mais celui qui me fait le plus l'effet waouh en termes de tout ce qu'il peut faire, notamment dans le camp adverse, avec... On connaît évidemment sa capacité d'accélération, mais je trouve de plus en plus il est fin même dans ses choix, et c'est pour ça que je t'ai dit, je me demande même si ce gars-là, s'il avait
fait une carrière d'ailier, quel aurait été son ranking, sa place dans l'histoire du foot, parce que je trouve qu'il a vraiment des caractéristiques assez épatantes. Donc c'est pour ça que je pars sur Nuno Mendes, même avec le Portugal, on sait à quel point c'est un joueur majeur décisif. Donc j'avoue que Hakimi, tu vois, dans l'autre sens, malheureusement il a manqué un peu plus avec cette grosse blessure et le tac de Luis Diaz, mais Nuno Mendes, même avec ses quelques absences, je le mets devant. Je me régale avec l'analyse de Nuno Mendes ailier parce que c'était un truc dont je parlais dans une preview du PSG de Galtier contre le Bayern match retour ou match aller peut-être, quand ils ont Mbappé. Ils avaient Mbappé qui était blessé, ils le font entrer à une demi-heure de la fin et il marque un but qui est refusé de hors-jeu de rien là. C'était un match où tu te disais ce Paris Saint-Germain, c'était peut-être en 4-4-2 qui s'était aligné, c'est possible. Et c'était un PSG qui allait affronter le Bayern, mais qui avait, face à leur pression, personne à envoyer dans la profondeur. PSG de Messi, de Neymar, et sans Mbappé, tu disais, mais tactiquement, juste, ça va pas marcher. Comment est-ce qu'ils vont faire ? Et je me souviens qu'on se creusait la tête et on se disait, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où en fait, tu mets Nuno ailier et c'est ton joueur de profondeur, parce qu'il faut trouver quelque chose. Donc ouais, un peu dans un rôle d'ailier classique, années 90, débordement sur son pied gauche, ça aurait été sympa aussi, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que j'ai mis Calafiori à la fin parce que j'ai été marqué par, bien sûr, la production défensive d'Arsenal, mais même dans les gros matchs, Calafiori, c'est son entrée contre le Bayern, par exemple, le coaching gagnant d'Arteta, et il donne le centre décisif pour Madueke, le but du 2-1. Alors que dans ce révélateur Bayern, Nuno Mendes, pour moi, il est fautif sur les deux buts. Le premier de Luis Diaz, et le deuxième aussi sur Marquinhos, qui fait la grosse erreur de l'action, mais c'est d'abord un petit ballon chandelle de Nuno Mendes. Après, je suis d'accord, si demain je bâtis une équipe, je prends Nuno, et c'était les deux que j'avais le plus... Non, c'était les trois que j'avais le plus en considération. Cucurella, peut-être Ouais, j'avoue aussi. Mais non, je pensais à Nico O'Reilly, que j'aime beaucoup dans ce nouveau Manchester City, qui vraiment a pris sa place de manière assez choquante, et avec lui aussi des performances déjà à lumière, genre au Bernabeu par exemple. Donc ouais, c'était ça. Stanisic, Schleimer, ils ont trop échangé leur position pour qu'on puisse vraiment les mettre, je trouve, dans la conversation. Carreras, non, il y a eu du bon récemment, mais il y a eu beaucoup de pas bon du tout en début de saison aussi. Baldé, non. Donc finalement, ouais, j'étais sur Calafiori, qui effectivement, tu as parlé de ces petits bobos. J'ai compté 6 blessures différentes. Il a connu 6 blessures différentes saison dernière. Et là, aucune. Il a joué tous les matchs de Première Ligue, sauf les Wolves là, parce qu'il était suspendu. Mais ouais, énorme impact. Et deux très bons choix. Et en plus, sur le reste... on est d'accord. Est-ce que tu veux parler d'un en particulier, entre Gabriel, Oupa et Timber ? Ça va, c'est à chaque fois de très beaux choix, encore une fois. Non, Timber, évidemment, parce que passer devant Hakimi, même si on redit, Hakimi, voilà, il a été stoppé net et il faisait encore une fois de très bonnes choses avec le PSG. Il fait partie vraiment de cette alchimie d'Arteta où tu as 4 défenseurs titulaires d'un très haut niveau, et même les remplaçants, je les trouve incroyables. Mosquera, Hincapié, White, Lewis Kelly, tu vois, c'est ça, tu as raison avec Calafiori, c'est que même il a totalement bouffé le temps de jeu de Lewis Kelly, qui est passé secondaire, alors que c'est tout sauf un mauvais joueur. C'est ça où tu dis qu'Calafiori est revenu à un excellent niveau. Et dans ce sens, Timber, pareil, c'est une entame où je crois qu'il fait ses 45 premières minutes avec Arsenal. Il y a 2 ans, il se fait les croisés. Enfin, c'est assez terrible. Ouais. Et depuis, il est revenu petit à petit, central, arrière droit, et au final dans cette ligne de 4 avec 4 défenseurs, waouh, vraiment il est assez épatant. Moi j'adore sa mobilité, sa manière à la fois de défendre en 1 contre 1, mais aussi dans le jeu balle au pied, à quel point il se déplace bien, il a compris quel était son rôle, et il y a une vraie belle connexion avec Saka. Il sait qu'il a un ailier qui va venir défendre, et du coup dans les prises à 2 à chaque fois, je trouve qu'ils s'entendent très très bien. Mais il y a en fait, Timber, c'est le mélange parfait pour un latéral droit, à savoir une participation au jeu qui est vraiment assez propre, et en plus il y a cet aspect défensif où il va pouvoir bien coulisser, où il a compris vraiment en termes d'intelligence. Et là je regardais, tu vois, avec les Pays-Bas, petit à petit il est en train de prendre du temps de jeu. Alors on sait qu'il y a Frimpong, il y a Dumfries dans cette zone, mais quand tu vois le niveau défensif des Pays-Bas potentiellement avec Van Dijk, De Ligt, Van de Ven, je me dis que notre ami Timber, ça pourrait être une sacrée option en vue de cette Coupe du Monde. Et non, c'est à la fois le retour
pas au premier plan, parce que quand il arrive à Arsenal, on se disait c'était une recrue sympa, mais voilà, il y a eu cette blessure au croisé, peut-être qu'on l'avait mis un petit peu de côté, et là, le niveau qu'il a atteint, c'est très très fort, et c'est là où je suis vraiment un peu admiratif du travail d'Arteta, qui a su petit à petit mettre tout le monde à sa bonne place, et il y a des joueurs qui arrivent comme Zubimendi, où tu dis que t'as l'impression qu'il a depuis 2-3 ans, et Timber, ouais, il a atteint un niveau, ouais, ça me scotche. C'est franchement, Timber, je dis ça de la manière la plus respectueuse et admirative possible. C'est le latéral droit le plus parfaitement boring du monde. Genre, c'est le vrai défenseur central reconverti qui est exactement parfait dans son rôle. Il est méga solide, méga fiable. Je pense qu'il doit être à 104% de passes réussies. Mais t'as raison, il a développé le truc avec Saka aussi, où il a des passes en profondeur, il a des passes dernier tiers, il a de la présence sur jeu placé. Mais par exemple, la rest defense, les courses de repli. L'autre jour contre les Wolves, je l'ai vu faire une course de repli de 70 mètres full sprint pour gêner Hwang. Et il repart sur l'action d'après. Mais c'est un soldat en fait parfait pour Arteta. Et du coup, il est devenu absolument indéboulonnable. Il est là toujours. Il est devenu une arme sur coup de pied arrêté aussi. Il a 3 buts sur corner cette saison. 2 contre Leeds et celui contre le Bayern, le premier but du match contre le Bayern aussi. Donc, l'arme idéale de l'arsenal de Mikel Arteta. Et pour moi, c'était un choix méga évident. À droite, Hakimi blessé, mais sinon bien sûr, ça aurait été, il aurait été là. Et Matheus Nunes, discrètement intéressant avec City dans cette position aussi. Mais ouais, je trouve Timber, c'est très très fort. Et le reste de la ligne de 4 est pas mal aussi. Ouais, moi à droite, j'avais Leimer, tu vois, quand il a gagné avec le Bayern, je trouve qu'il a pareil été un des éléments déterminants de compagnie. Vraiment, il s'est stabilisé à ce poste et je trouve que c'est très très bien. Je le vois de plus en plus devenir un patron de cette équipe. Et Gusto, que je trouve qui monte de plus en plus en puissance. Et autant à gauche en équipe de France, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Digne est passé devant Hernandez. Autant à droite, je me dis, bon, Koundé a son vécu. Mais est-ce que Gusto, qui est en pleine ascension, est-ce que ça pourrait instiller doute à Deschamps? Après, on sait que Deschamps il aime bien avoir peut-être un peu plus de sécurité défensive avec un Koundé qui revient bien là ces derniers temps. Mais du coup, je me dis, vu la trajectoire de Gusto, est-ce qu'il peut prétendre à mieux en équipe de France? Intéressant, ouais, c'est... bien sûr, j'aime bien Gusto. Je suis moins confiant avec lui. Après, aussi, à Chelsea, il a pas mal été placé dans des rôles dans le build-up où il y avait un manque de sécurité, mais du coup, il a coûté quelques occasions aussi. Je vois Deschamps continuer de miser sur un Koundé qui, Euro 2024, lui avait tellement rendu la confiance en étant énorme. Mais ouais, Koundé, Timber, il y a une proximité sur le registre. Et après le reste, Gabriel, pour moi, ça se passe globalement de commentaires. Il est juste trop fort. Et j'ai fait aussi un central gauche, central droit. Donc c'est pour ça qu'on a tous les deux Gabriel Upamecano. Il a construit une petite rivalité Première Ligue avec Haaland, ce qui est très sympa, je pense, pour nous sur les prochaines années. Ça peut devenir un vrai rendez-vous. Et Upamecano, je suis choqué parce qu'il a 27 ans et il a déjà connu plusieurs primes. Et là, on est clairement en train d'en vivre un, et peut-être le plus fort de tous. Parce que sous compagnie, je pense que c'est le rôle parfait. C'est un vrai central chien. Et quand tu le vois sortir là dans les 40-35 mètres adverses, la rage pleine d'Upamecano, c'est assez terrifiant. Il a la vitesse pour défendre vraiment en avançant comme ça, mais quand même couvrir l'espace dans le dos. Et il s'est imposé comme étant, je dirais aujourd'hui, parce qu'en plus Gabriel est blessé, je dirais aujourd'hui, en ce moment là, sur le début de saison, le meilleur central du monde. Parfait dans son système. C'est très très bon pour nous, en espérant que Konaté... on a Saliba aussi, donc on n'est pas trop mal, aussi, ouais. On n'est pas trop mal derrière. Mais ouais, j'ai brièvement pensé à Ruben Dias, qui est, je pense, revenu à un niveau aussi très très intéressant. Mais Gabriel Upamecano, ça me semblait cool aux côtés de Timber. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe au milieu de terrain, mais voilà pour ma ligne de 4.
Non, non, je suis évidemment d'accord avec toi. Bah, t'as Militao qui, pareil, a été stoppé net et je trouvais qu'il était en plein retour. Et ça, pour le Real, enfin, individuellement, c'est terrible pour lui, mais aussi pour le Real parce qu'en termes de patron de défense, Militao, il en impose. Pacho qui fait ses matchs, qui est toujours là. J'attends de voir sur la seconde partie de saison, mais son année 2025, au global, elle a été épatante, géniale. Et Upamecano, je suis content pour lui parce que, comme je le dis souvent dans les émissions, il a longtemps traîné cette étiquette de joueur qui peut faire une bourde à tout instant, en équipe de France avant la Coupe du Monde 2022, et même avec le Bayern de Tourelle, le fameux match aller-retour contre City, où Haaland lui fait fausse compagnie. Et là, je trouve que vraiment, il a gommé tout ça, et il est arrivé à un niveau, tu as parlé de prime, de meilleur prime. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi, il y a une situation contractuelle où tu vois qu'il y en a beaucoup qui s'agitent, mais je trouve qu'il est tellement bien dans ce Bayern de compagnie, ou même compagnie, au départ, il est arrivé, il sortait de Burnley, Championship génial, Première Ligue beaucoup plus difficile, et on se disait, bon, compagnie, c'est un très beau nom, est-ce que ça va pas être juste un intérim en tant que coach? Et là, pour le coup, il a vraiment amené un Bayern qu'on retrouve enfin à la fois dominant, spectaculaire, et la clé de voûte, c'est évidemment Upamecano. Ouais, ouais, assez bluffant le niveau. Et effectivement, c'est beau de se dire que peut-être Compagnie, la méga saison qu'il est en train de faire, s'il gagne la Champions, ça devient le deuxième coach le plus jeune du 21e siècle à remporter la Ligue des Champions. Et il le fera peut-être en ayant comme un de ses 3 ou 5 éléments majeurs, un central avec des caractéristiques très, très différentes de lui, mais auquel il a donné une seconde ou une troisième ou une quatrième vie. Le, Ouais. le plus jeune, c'était Di Matteo, du coup? Le plus jeune, c'est Pep, C'est Pep, ok. en 2009, au 21e siècle. Et sinon, c'est un entraîneur du Real Madrid dans les années 50, je pense, Miguel Munoz, un truc comme ça. Mais Di Matteo, je pense, était au-delà de 40 ans. Il avait peut-être 43, Ouais, c'est vrai, un t'as raison, truc ouais. comme ça. Alors que Pep 38 et compagnie aura 40, je crois, à la fin d'année. Donc, bon, on n'en est pas là. Peut-être qu'un contradicteur de cette épopée que souhaite vivre le Bayern sera effectivement Vitinha, qui est notre 6 à tous les deux ou pas? Alors là, c'est le poste où je pense qu'il y a peut-être le plus de possibilités, où tu te dis, bah, il aurait pu y être. Forcément, il y a Declan Rice, il y a peut-être Kimmich, mais j'ai mis Vitinha aussi. J'ai mis Vitinha et Rice, perso. Ok, d'accord. Parce que son rôle de 8 avancé, tu vois, pour moi, dans ce 4-3-3, un meneur de jeu reculé et 2 milieux avancés, un 6 de 8, quoi. C'est un peu le système sur le papier, en tout cas, d'Arsenal avec Zubimendi et Rice. Du coup, j'ai mis Vitinha et j'ai mis Rice. Et j'ai mis Vitinha parce que lui, il fait partie de ces gars qui ils sont pas dans la logique d'une saison, ils sont dans la logique d'une année civile. Il a continué 25-26 comme il avait arrêté 24-25, comme un joueur podium Ballon d'Or. Et en plus, il a eu son match lumière avec le triplé contre Tottenham, ce qui est pas mal pour la propagande et pour faire un petit peu plus de bruit autour de son nom. Mais il s'est vraiment imposé comme peut-être le joueur le plus important du champion d'Europe en titre. Genre, qui peut là arriver et dire définitivement non, c'est clairement pas Vitinha le joueur le plus important du PSG parce qu'il y a X, Hakimi ou Dembélé ou qui tu veux. Il y a une conversation à avoir sur le sujet, mais il n'y a aucune conversation où Vitinha est éliminé d'emblée comme étant pas potentiellement le joueur le plus important de ce PSG. Peut-être celui que Luis Enrique met en tout premier sur absolument toutes les feuilles de match. Et les stats, c'est premier en ballon touché en Champions, premier en action qui amène à un but en Champions, top 3 en passe en profondeur, mais aussi top 10 en dribbleur taclé, donc de l'impact des deux côtés du ballon. Et ma question peut-être avec Vitinha, c'est est-ce qu'il est en train de définir un nouvel archétype du rôle de 6 ? Parce qu'on a déjà eu des meneurs de jeu reculés. Il y a quelques temps, je fais cette petite vidéo sur Vitinha, est-ce que oui ou non le meilleur milieu de terrain du monde, etc. Et sur ce rôle de 6 historique, je faisais la comparaison avec Busquets. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires, c'était assez intéressant, Pirlo. Mais en vrai, il y a beaucoup de ça, mais avec beaucoup plus de mobilité et de portée qu'avaient ces joueurs-là. Vitinha est 92e centile en portée progressive, il est 82e centile en dribble réussi. C'est un meneur de jeu reculé, dans la tradition des grands, mais très très mobile et qui infiltre aussi les petites poches, et à l'image des actions décisives qu'on a vues cette saison ou en finale de Champions, où il porte, décale ensuite pour pénétrer le dernier tiers.
Et ça, ce type de milieu de Napoléon un peu, petite taille, mobile, stratégique, mais aussi très porté vers l'avant, agressif offensivement, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Donc, en tout cas, je sais pas, c'est un joueur vraiment fantastique, presque, je dirais unique en son genre, mais justement, cet arsenal de Zubimendi, peut-être en train de faire quelque chose qui s'en approche légèrement. C'est intéressant, et c'est encore peut-être une limite du poste repoussée, où on se disait, bon, bah, avant, on avait des 10 qui deviennent des 6 et qui conservent les caractéristiques du 10, la vision du jeu, les passes progressives, mais aussi un petit peu la lenteur. Là, maintenant, on a aussi un 6 meneur de jeu, mais très, très mobile sur le terrain. J'aime beaucoup. Voilà, t'as tout résumé sur Vitinha, et j'aime bien ta réflexion en me demandant finalement si c'est pas un joueur qui est unique, et est-ce qu'on aura des standards qui peuvent se rapprocher. Je pense que t'en as certains, t'as évoqué Zubimendi qui peut faire une carrière comme ça à Arsenal, mais c'est vrai que Vitinha, j'adore ça, pareil, à quel point c'est devenu le pion central, l'élément, le facteur X du PSG de Lucho, en sachant évidemment qu'on savait qu'il avait une grosse frappe de balle, mais de plus en plus, tu vois, il y a notamment à Leverkusen aussi, il y a cet appareil, ce triplé contre Tottenham, il est un petit peu au four et au moulin, et on n'imagine pas en fait ce PSG sans lui aujourd'hui. Et tu sais, il y a quelques temps tu avais des rumeurs Real, pourquoi pas, mais là en fait tu te dis qu'il est parti, c'est un 2000, donc il a eu 25 ans, tu penses qu'il va faire une carrière hyper longue à Paris, et que ça se construit même autour de lui. Alors petit à petit tu as les jeunes qui vont se rajouter dans cette génération Vitinha, comme Neves, comme Nuno Mendes, Pacho, Doué, mais c'est vrai que Vitinha, il y a une trajectoire. On se dit que ce soit club ou sélection, il va faire partie des joueurs majeurs de son époque. Et après, forcément, je vois des débats qui dérapent toujours sur les réseaux. Ah, c'est déjà meilleur que Xavi, Iniesta. Mais d'être comparé à ces joueurs-là, c'est déjà immense. Mais je pense que peut-être que comme il est en train de faire quelque chose de fascinant, il lui faut encore évidemment un titre avec le Portugal, peut-être plusieurs Champions avec le PSG, mais c'est vrai qu'il, comme tu dis, il redéfinit certains codes, parce qu'il a vraiment, je sais qu'à Porto, en termes de formation numéro 10, il avait toutes les clés. Mais dans son poste, et puis même, faut le dire, à Paris, ça n'a pas été simple les débuts. Même, c'est vrai que qu'en revoyant, il y a des trucs genre Wolverhampton. Il a fait un prêt à Wolverhampton, et je vois qu'il a joué genre 500 minutes ou quoi. Et ce serait trop drôle, tu sais, de revoir les images et de voir comment il était sur le terrain, parce que tu te dis, 5-6 ans après, c'est le meilleur milieu, et tu as dit podium Ballon d'Or. Donc, non, Vitinha, c'est vrai qu'il y a toujours la belle concurrence à ce poste de 6. Mais lui, tu as parlé qu'il était sur l'élan de 2024-2025, et je suis totalement d'accord avec toi. Lui, il a beaucoup parlé de cette période aux Wolves, qui l'a énormément aidé. Tu le sens en interview à quel point c'est un mec mature, vraiment, qui a une véritable réflexion sur sa carrière, sur ses axes de progression, qui dit encore qu'il n'a pas atteint sa meilleure forme. Je pense un amoureux de son craft qu'il est continuellement en train d'améliorer. Et ouais, moi j'en parlais il y a quelques temps aussi, potentiellement, d'ici quelques années, parce que c'est le genre de mec qui peut être le joueur d'un club, qui reste maintenant effectivement peut-être jusqu'à la fin au Paris Saint-Germain, ou peut-être tellement solidement implanté dans un club qui a des prétentions dynastiques, qui peut année après année maintenant challenger pour la Champions avec un cœur de joueur puissant, très très jeune. Peut-être il devient le plus grand joueur de l'histoire du PSG, tout à fait possible, avec le brassard, avec 3 Champions en 10 ans par exemple, dont la première. Et le Portugal, cet été, doit absolument orienter son projet autour de lui plutôt qu'autour d'autres. Et ça, ce sera intéressant à voir. En tout cas, j'ai mis Vitinha, mais j'ai aussi mis Declan. Est-ce que tu nous défends le reste de ton milieu de terrain, du coup, t'as mis qui sur les 2 autres postes? Alors, j'ai mis Pedri. Ouais. Est-ce que c'est le cas pareil pour toi? Oui. Ouais. Bon, je sais pas s'il y a besoin de défendre Pedri, ça fait partie. Ça fait plaisir, on peut y aller. C'est toujours un bon moment. Du bien d'en parler. Ça. Non, parce que forcément, c'est même dans un Barça qui peut-être a démarré lentement, et encore, je trouvais que les gens, je vais pas dire qu'ils étaient durs, parce que la saison du 24-25, même s'il n'y a pas la Champions au bout, avec tous les titres et surtout les gros scores contre le Real, les matchs épiques contre l'Inter,
Dortmund, la campagne de LDC, le Bayern, tout ça, le Barça 2024-2025 nous a offert une symphonie, un truc hors norme, et c'est dur de reproduire ça. Même si tu as un tout petit peu de mercato, on a commencé à parler de Joan Garcia, tu as également Rashford qui est arrivé, tu as surtout eu des blessures qui ont fait du mal, et c'est vrai que Rafinha, là on le voit revenir, on se dit, bah oui, évidemment, le Barça, tu as pas mal d'âmes dans cette équipe, tu as Yamal, tu as Rafinha, tu as Pedri, mais ensemble, tu sens quand même une nette différence, en attendant peut-être de régler certains postes, tu vois, peut-être le défenseur central, le numéro 9, mais Pedri, je parlais de symphonie, bah c'est le chef d'orchestre, c'est le mec qui va dicter le tempo. J'aime bien, encore une fois, à quel point, quand il arrive proche de la zone des 30 mètres, il a cette qualité de passe, cette lucidité pour casser une, deux lignes, pour trouver vraiment la bonne zone. Et même, tu as parlé de mobilité avec Vitinha, lui aussi, il court pareil. Et c'est ça qui me gêne quand on oppose les deux. Et moi, je trouve que, évidemment, on compare des milieux de terrain, donc je peux comprendre qu'on puisse chercher la nuance, la petite bête. Mais pour moi, ils n'ont pas du tout la même zone d'activité. Il y en a un qui est un peu plus haut. Et en fait, tu as juste à aller kiffer tous les deux et éviter de les opposer parce que franchement, ce qu'ils arrivent à faire les deux ensemble, moi, je suis fan. Et Pedri, voilà, même si, comme je te dis, le Barça 2025-2026 a eu du mal à démarrer, bah, finalement, tu es leader de Liga. Faudra voir les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. T'as Copenhague et je sais plus lequel. T'en as d'autres qui est accessible de mémoire. Ouais, les deux sont très très accessibles. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être Slavia et Copenhague. Il me semble que c'était non, parce qu'ils ont joué le Francfort. Voilà, l'Eintracht, Slavia et Copenhague. Il me semble que c'était les 3 derniers. Tu vois, enfin, s'ils font 16 points, peut-être qu'ils seront dans le top 8. L'année dernière, c'était suffisant pour être top 8. C'était le cut-off. Ils ont perdu les chocs, voilà, contre Chelsea et le PSG, mais on sait que le plus important, c'est d'être prêt en avril. Mais voilà, Pedri, bah, encore une fois, merci l'artiste d'exister. Pour moi, le meilleur joueur du monde est totalement dans la lignée de ce que tu disais au départ. Ça se voit quand il joue et ça se voit quand il joue pas. Et quand il revient, même parfois au sein d'un même match. Je me souviens Dortmund match retour l'année dernière où le Barça perd en ayant gagné le match aller, donc il se qualifie quand même. Et il joue 60 minutes sans Pedri. Et quand Pedri arrive, la transformation est totale. Et là, encore une fois, c'est à chaque match qu'il joue, j'ai l'impression de lire dans des résumés de rencontres, des articles. Et bien sûr, porté par un Pedri stratosphérique, mais c'est devenu la norme. Et c'est encore la norme de ce début de saison. Et c'est pour ça qu'on le met dans ce 11, même en oubliant ce qu'on sait du joueur. Ce qu'il a montré sur le début de saison, là, c'est top mondial. Et je sais pas, premier de Liga en passe progressive, 3e en action qui amène à un tir par 90 minutes derrière seulement Mbappé et Yamal. C'est effectivement, des gens parlent de la comparaison avec Vitinha. Moi, je trouve effectivement Vitinha, c'est plus un mix entre Busquets et Iniesta, mais plus proche Busquets sur la position, sur ses zones d'influence. Alors que Pedri, c'est plus pour moi le mix Iniesta-Zidane, Iniesta sur la mobilité. Et pour le coup, c'est pas du tout une comparaison excessive, parce que l'autre jour, j'ai regardé littéralement un match du Barça de 2008, dernier match, un des tout derniers matchs de l'ère Rijkaard, et tu vois Iniesta, et honnêtement, il y a des actions d'Iniesta, on dirait Pedri. Les portées à l'intérieur, entre 3 gars, dans le demi-espace, et après la petite passe profonde pour Eto'o, on dirait Pedri qui lance Rafinha dans la profondeur, c'est visuellement très proche. Et un peu de Zidane sur, je trouve, la capacité à toujours être juste et montrer aux spectateurs la justesse. C'est ça qu'il faut faire dans cette action. Il donne des réponses. Et t'es là, genre, ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, mais à l'évidence, on peut faire ça sur cette action. Je pense que beaucoup de coachs regardent Pedri en se disant, ah, on apprend des choses un peu sur la physique du foot. Donc il est très fort. À 23 ans seulement, c'est dingue, parce qu'il a commencé tôt. Peut-être il faut compter plus en années de carrière, parce que j'espère qu'il n'y aura pas de grosses blessures, mais s'il n'y en a pas, et honnêtement, sur les standards de sa carrière, sur les temps de passage, à 23 ans, Zidane était à Bordeaux. À 23 ans, Xavi jouait les premiers matchs du Barça de Frank Rijkaard. Pas ses premiers matchs à lui, mais c'était juste la première année de Rijkaard, donc il n'y avait pas de titre majeur pour Xavi. À 23 ans, Iniesta était déjà... Il était plus proche, parce qu'il avait quelques Ligas et quelques Ligas en tant qu'acteur majeur. Il avait joué la finale de Champions 2006 en entrant à la mi-temps et en la renversant totalement. Donc Iniesta avait déjà 2-3 accomplissements clés dans son sac à dos. Mais Pedri peut monter hyper haut.
les hauteurs que Zidane, Iniesta, Xavi ont atteint sont promises à personne et il faut faire la carrière parfaite pour les atteindre, grosso modo. Donc, même avec ce niveau de potentiel, on peut pas dire que Pedri ira jusque-là, mais c'est possible. C'est dans ses cordes. Et ça, c'est assez pour le mettre donc, pour nous tous les deux aussi, dans notre 11 du début de saison. Et donc, moi j'ai Rice, et toi t'as ? J'avais Neves, mais Rice, j'avoue, c'est une belle hésitation parce que il a pas mal joué avec Zubimendi derrière lui en poste un petit peu de 8. Moi, j'ai mis Neves parce que comme il sait tout faire et que de plus en plus, je le trouve c'est bluffant dans la zone de vérité. Il marque des coups francs maintenant pleine lucarne. Ok, gamin, pourquoi pas. Il marque 2 retournés dans le même match. Sur corner, il se déplace bien. On a parlé de moments marquants au début. Il y a le but, désolé Willow, mais au Groupama Stadium contre l'OL à la dernière minute. C'est un classique, ça, la tête plongeante de Neves contre City en Coupe du Monde des clubs. Il y a toujours la tête plongeante de Neves. Donc moi je pense que les deux choix peuvent s'entendre, mais comme Neves, peut-être j'ai besoin d'un joueur, en me disant Vitinha, Pedri, Rice, peut-être d'un joueur un peu plus sans ballon qui va se projeter, et comme il le fait très très bien, j'ai mis lui, mais forcément Rice, voilà, dans cet arsenal qui est tellement bien rodé, il a son mot à dire, mais j'insiste, c'est vrai que Neves... quand ils l'ont pris à Benfica, je me suis dit forcément il a tout l'archétype du joueur portugais extrêmement bien formé, qui a toutes les clés, généreux en termes de pressing, qualité, balle au pied, nickel. Et là où je me dis que Lucho a saisi l'essence du truc avec Campos, c'est lui donner de plus en plus de liberté, de responsabilité dans le camp adverse, et lui il se met aucune limite, et c'est pour ça je pense qu'il est aussi décisif, c'est qu'il sait faire des choses. Il y a même c'était contre Rennes, un des derniers matchs où il réussit à faire un espèce de déplacement, il fait une passe en retrait, je crois pour Mayolu, et je me dis même, tu vois, on parle beaucoup de ses buts, mais même dans la passe, c'est un joueur qui a tout compris, donc c'est pour ça que je le mets, tu vois, comme mon autre titulaire du milieu de terrain. Mais j'imagine que Rice, tu vas réussir à bien le défendre. Mais j'ai un gros faible pour João Neves aussi, son côté chien fou, le mec lâche jamais, l'activité sans ballon, c'est vraiment un régal. Et en plus, joueur décisif, bien sûr. Mais le truc, c'est que tout ça, tu peux le dire aussi de Declan. Et en plus, il a peut-être un des matchs du début de saison, en tout cas, le match qui était le plus gros match du début de saison, parce qu'il était récemment, et c'était le match 1 contre 2 du foot mondial Arsenal-Bayern, et il sort la masterclass complète. Et ce niveau de performance, du coup, c'est une des performances marquantes pour moi du début de saison. C'est un des 3 meilleurs joueurs du début de saison, j'ai pas trop de doute là-dessus. Et ce que j'adore avec Rice, c'est que il n'y a pas vraiment de faiblesse. Super leader tactique. Quand tu écoutes ses interviews d'après-match, mais on dirait que le mec est déjà coach. Par exemple, j'en ai une dans The Athletic, là, il parlait de justement le match contre le Bayern. Il dit le problème, c'est que quand ils te font défendre bas, c'est dur de trouver tes points référentiels sur le terrain. C'est dur d'arriver à du homme contre homme parce qu'ils sont constamment en train de faire des rotations. Donc la clé, c'est de rester zonal et d'attendre la bonne opportunité pour sortir. Je pense qu'en seconde mi-temps, on a trouvé nos points référentiels et là, on a vraiment pu les agresser en man-to-man. Ça, c'est la déclaration de Declan Rice en interview en zone mixte sur le mini-plateau de TNT Sport à la fin du match. Voilà, on est sur un cerveau footballistique absolu. Il est pas trop mal et il est l'illustration de cet arsenal d'Arteta. La pression, l'énergie, la mobilité et aussi la patte sur coup de pied arrêté, parce que bien sûr le Real Madrid de l'année dernière, mais sur les corners, moi j'ai même pas l'interrogation, j'ai l'affirmation, je pense, de dire aujourd'hui qu'il est le meilleur tireur de corner du monde. Il y a les coups de pied arrêtés excentrés aussi, mais sur corner, en fait, moi j'ai la même sensation qu'avec Juni à l'époque, où quand j'allais avec mon papa à Gerland, Juni, chaque coup franc, la foule devient folle parce que tu sais que c'est une occasion. Et tout le monde a parlé de Juni, tous les buts sur coup franc. Tout le monde a parlé de la variété de sa palette. Tu pouvais avoir des coups francs de Juninho à 20 mètres ou à 35 mètres, c'était danger. Mais un truc que je me souviens, on disait beaucoup à l'époque, et qui était tellement vrai, c'était qu'avec Juni, le danger, il était sur chaque coup franc parce que 90% des coups francs passaient au-dessus du mur et 70% des coups francs étaient cadrés. Ils exigeaient 7 fois sur 10 un arrêt du gardien. Le gardien était testé et chaque coup franc était une véritable occasion à cause de ça. Avec Declan Rice, même les corners qui font pas but, ils sont dangereux. Ils sont toujours dans la bonne zone. Il n'y a pas de corner qui s'envole au 3e poteau. Il n'y a pas de corner qui passe pas le premier mec au premier poteau.
tous les corners sont une occasion de but avec Arsenal. Ils ont des mecs à mettre au bout, mais parce qu'ils sont constamment parfaitement frappés. Et ouais, bah ça, quand t'es le Juninho des corners, en plus de tout le reste, c'est pas mal pour Rice. Et du coup, j'avais un peu de Phil Foden qui fait un top début de saison, un peu de Szoboszlai qui a surnagé dans le marasme de Liverpool, mais Vitinha, Pedri, Rice, pas mal. Et 3 mecs qui en plus pour moi sont une garantie absolue. Je commence un match avec Vitinha, Pedri, Rice, n'importe lequel des 3, je sais que je vais avoir un 9 sur 10 minimum, et à tous les matchs de chacun de ces gars-là, donc ils sont trop forts. J'aimais bien ta réflexion sur Rice en disant qu'il était déjà coach, et je me posais la question il y a quelques jours, c'est qui pour toi les joueurs de ceux qui sont actuellement en carrière qui seront des coachs? Alors c'est toujours difficile de dire qu'il fera une carrière derrière d'entraîneur, mais tu vois, tu peux penser à Vitinha qui est en train de prendre beaucoup Tout à fait. de stature. C'est vrai que Rice, ça peut l'être, et en fait c'est tout bête, mais très vite tu vas vers les défenseurs en mode, les milieux de terrain justement, tu dis c'est eux qui sont les cerveaux, donc c'est eux qui pourraient répertorier ça, mais tu vois, pas Compagnie par exemple en train de faire un sacré boulot, donc ouais, je me posais toujours cette question de savoir qui dans 20 ans seront ceux qu'on écoutera attentivement en conférence de presse. Ouais, les futurs Arteta, Xhaka, qui clairement est en train de passer ses diplômes ou les a déjà passés, et a même dirigé des séances d'entraînement quand il était, je pense, quand il était à Leverkusen à l'époque. Il coachait une équipe de D4 ou D5. Il y a une vidéo sur YouTube où tu le vois en train d'apprendre à des petits jeunes le contrôle jambe éloignée, etc., alors qu'il était encore joueur, et qui a connu bien sûr Granit Xhaka des top coachs. Ça c'est toujours déterminant sur les trajectoires. De Bruyne, qui est en train de passer qui disait qu'il était en train de passer ses diplômes il y a quelques années, ou qui, en tout cas en interview, il y avait quelque chose dans ce sens. Et quand tu as été coaché par Pep, on sait que c'est peut-être le déterminant numéro 1 sur devenir un entraîneur. Est-ce que oui ou non, tu as été entraîné par Guardiola? Et Thiago Silva, je sais qu'il a véritablement cette ambition. Et il y a pareil un petit documentaire que j'avais vu il y a peut-être 1 an ou 2, où il rentre chez lui et il a un bureau dans une belle pièce. Il a son bureau et son tableau blanc, et il est en train de manipuler les petits pions, en train de regarder ses matchs et de réfléchir à son positionnement tactique, etc. Et je sais qu'il veut être coach, donc je dirais Xhaka, De Bruyne, Thiago Silva sont peut-être 3 de mes petits guesses. Je suis assez convaincu qu'ils le sont. Ouais, j'aime bien l'intuition, ouais. On passe à notre ligne de 3 du coup. Ouais. J'ai fait des choix assez osés, notamment sur les ailes. Donc je suis curieux d'abord d'entendre les tiens. Alors, côté gauche, il y avait un débat pour moi, parce que Rafinha, malheureusement, a manqué pas mal de matchs. Ouais. Vinicius a été régulier. Pour moi, tu as Luis Diaz et Doku. Ouais, ok, bon, on est d'accord. Et je suis parti sur Doku. Même Pareil. si je pense que Luis Diaz, voilà, il y a le truc du carton rouge contre Hakimi où il a totalement pété les plombs, mais tu vois, 3 jours après, il a mis ce but de fou contre l'Union Berlin où tu as dit, ok, je dis pas qu'on pardonne parce qu'évidemment, ça peut coûter quelque chose de grand au Maroc, on verra dans quelques jours, mais c'est un joueur où tu te dis, en fait, en termes d'ailier gauche, même si forcément on a dit, attention, 80 millions pour son âge, c'était un risque, mais en fait, pour le Bayern, c'est le profil parfait et son début de saison est excellent. Mais Doku, parce que tu as parlé, c'est un peu le fil conducteur de cet échange, c'est les moments marquants, et il y a ce match contre Liverpool qui a mis tout le monde d'accord, on a compris, et c'était ce que je disais, c'est le genre de match où tu as envie que le mec marque, et pourtant moi j'ai plutôt une affection Reds, mais tu as envie que le mec marque parce qu'il est tellement parfait que le but, ça permettrait de mettre tout le monde d'accord. Il y en a qui disent, ah mais attention, Doku, c'est encore le mec dans les 30 dernières lettres. Et il y en a qui le disent, tu vois, par exemple, un des derniers matchs où je l'ai trouvé très très bon, c'était au Bernabeu, tu vois. Alors oui, il n'y a peut-être pas de but, mais je trouve que, j'aurais regardé, tu vois, sur le côté gauche, il avait passé 6 fois son vis-à-vis, il n'y a qu'un seul dribble raté, donc tu vois, il y a vraiment un truc en termes de confiance, et on sait que Doku, c'est là, on l'attend, c'est la percussion, c'est le dribble, il va réussir ça, mais dans un grand match au Bernabeu, à son âge, avec toute l'attente, le statut, pareil, d'intermittent du spectacle, il doit encore prouver, même si je trouve que sa première partie de saison est géniale, mais on en attend encore toujours plus parce qu'on sait qu'il en a encore sous la pédale. Il y a aussi eu des matchs avec la Belgique sur Rudi Garcia qui sont très bons, mais voilà, il fait partie de ce renouveau du City de Pep. On a pas mal parlé des recrues, tu vois, t'as Cherki qui est excellent, t'as Nico Gonzalez qu'on aurait pu évoquer au milieu de terrain, qui a fait aussi de belles choses, mais Doku, c'était celui qui devait prendre un peu plus de responsabilité. Il y a des joueurs qui
commencé à décliner ou peut-être qu'ils sont pas trop bien adaptés. Je pense à Savigno Marmouche et Doku, ouais, côté gauche, c'est juste spectaculaire. Et ouais, le match contre Liverpool, c'est une des. Tu as parlé forcément du Arsenal Bayern qui a été révélateur pour pas mal de joueurs des Gunners, mais c'est la meilleure peut-être perf du début de saison pour moi. Ouais, c'était tellement fou ce match parce que j'avais préparé un petit tweet et je tweete beaucoup moins récemment, mais là j'étais en train de regarder ce match. Je fais bon, il va falloir se positionner sur Doku parce que ce que je vois depuis quelques rencontres déjà, et là sur ce match tellement critique pour City, pour se positionner dans la course au titre, enfin vrai match déterminant du début de saison, comme tu l'as bien dit. Pour moi, je voyais ça et je fais franchement, je pense Doku c'est top 10 des meilleurs offensifs là du début de saison. Oui. Et j'avais le visuel, le tweet prêt. Et là, il marque le troisième but. Bon, là, du coup, je l'ai envoyé et j'ai regretté de ne pas l'avoir envoyé 10 minutes plus tôt parce que déjà, ce qu'il était en train de faire bien avant le but, c'était fou. Et c'est un mec qui fait des matchs parfois 7 dribbles, 8 dribbles, 9 dribbles réussis. Et en plus de ça, même si, comme il le dit lui-même, et c'est clairement quelque chose qui vient de son échange avec Pep, il peut s'améliorer dans le dernier geste et l'avant-dernier geste. Malgré ça, déjà, il s'est amélioré. Mais en plus, le simple volume qu'il apporte est tellement énorme. En action qui amène un tir par 90 minutes, il est numéro 1 des 5 championnats majeurs. Numéro 2, c'est Mbappé. Après, on a Dybala, Olise et Pedri. Il est deuxième en passe clé en Première Ligue. Bruno est premier, Bruno Fernandes. Et il le fait sans tirer les coups de pied arrêtés. Il est le seul du top 5 qui le fait sans tirer les coups de pied arrêtés. Et peut-être les deux stats les plus intéressantes, il y a une stat d'impact pur sur Doku, c'est le plus-minus par 90 minutes. Donc le nombre de points pris par 90 minutes de jeu de ce mec-là. C'est une stat un peu compliquée entre guillemets, mais il met tellement une distance par rapport à tout le monde. Il est numéro 1 de Première Ligue avec en gros 90 minutes de Doku te rapporte 2,11 points. Saliba est deuxième avec 1,79. On connaît l'importance de Saliba Arsenal, et Doku lui met quasiment 0,4 points de distance. Mais c'est pas ça la stat la plus dingue, c'est la distance progressive de portée. Combien de mètres gagnés par la portée pour Doku? Il en a donc 2400 sur le début de saison en Première Ligue. Le top 10, c'est que des défenseurs centraux ou des milieux défensifs. Parce que forcément, ils ont beaucoup de terrain devant eux. Les défenseurs centraux qui portent le ballon sur 20 mètres 50 fois par match. Ça te fait gagner des mètres facilement, ça fait grimper le compteur. Le premier, par exemple, c'est Jan-Paul van Hecke de Brighton. Le 10e, c'est Konaté. Le 9e, c'est Elliot Anderson. 8e, Van Dijk. 7e, Declan Rice. 6e, Calvin Bassey. 5e, Joachim Anderson. 4e, Ruben Dias. 3e, Marco Senesi. Et 2e, t'as là Doku, un ailier qui est tout seul au milieu de tous ces grands centraux et ces grands milieux reculés. Ce que je trouve assez marrant et bien sûr l'impact purement terrain visuel, ce qu'on voit contre Valverde effectivement au Bernabeu. J'ai bien aimé comment Valverde lui donnait le dribble côté gauche pour pas qu'il puisse rentrer sur son pied droit. Il était clairement orienté comme un défenseur de basket en mode ok, tu vas pas prendre l'intérieur mec, tu vas que prendre l'extérieur. Mais du coup il a pris l'extérieur et il a centré pied gauche et il est allé gagner le corner de l'égalisation et les 2 buts sont venus de son côté. Donc tu peux pas lui donner grand chose aujourd'hui Doku et c'est devenu un mec. Les meilleurs joueurs, il n'y a pas de très bonnes solutions face à eux. T'as que des mauvaises options et Doku de plus en plus, il n'y a que des mauvaises options. Donc il est en train de passer un niveau. On n'est que sur la première partie de saison, la moins importante. La deuxième, c'est les matchs critiques. C'est le tournoi international avec la Belgique. Mais je pense qu'il peut être un mec top 5 Ballon d'Or fin de saison. S'il continue sur cette lignée et que City et pourquoi pas la Belgique font de belles choses. Plus cette Belgique, elle m'intrigue un petit peu quand même de Rudy Garcia. Mais ça, on aura le temps d'en parler. Il y en aura des choses à dire sur la Belgique. En plus, oui. c'est tombé sur un groupe très sympa, Iran, Nouvelle-Zélande, Égypte. Je crois que nos amis belges, ils ont un petit match à 3h, 4h du mat. On a 21h, 23h. Mais ouais, la Belgique version Rudy avec forcément Raskin, Tielemans, Onana. Il y aura le retour des tontons Lukaku, De Bruyne post-blessure. Mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect intriguant. Mais content de voir que côté gauche, voilà, Doku, on est raccord.
Ouais, en fait, Luis Diaz, pour moi, je me suis mis 2 points. Il est peut-être à un tacle près d'y être, parce que non seulement, il y a, en fait, oui, c'est dommage pour Hakimi, c'est dommage pour le Maroc, et c'était un geste horrible, mais c'est d'abord et surtout dommage pour lui-même, parce qu'il a littéralement mis un doublé dans ce qui est à ce moment-là le match le plus important de la saison, juste en première mi-temps. Il peut finir avec un triplé qui est genre une des grandes performances du début de saison. Et il l'a fini avec une note orangée faute mob. Je rigole, je m'en fous de ces notes-là, mais le carton rouge, bien sûr, ça te coûte ça, et ça te coûte le fait de pouvoir jouer le match contre Arsenal derrière, qui devient là le plus gros match de la saison. Donc il s'est totalement flingué son niveau d'exposition avec un geste stupide, et donc il est puni. Mais c'est dommage, parce que sinon, effectivement, il est assez fou. J'avais juste... peut-être que le retour de Rafinha va mettre tout le monde d'accord, point de suspension. J'avais Yann Diomandé à Leipzig, que j'adore et que j'ai hâte de voir à la CAN. Ouais, et j'avais Arsenal, que ce soit Leandro Trossard ou Martinelli. Les deux ont répondu présent à leur manière, de manière assez inattendue. Mais Trossard, je crois que c'est le plus gros contributeur décisif d'Arsenal sur le début de saison. Et Martinelli, 5 buts dans 5 matchs de Champions, un pour chaque. C'est le premier joueur de l'histoire d'Arsenal à le faire. Il a marqué aussi peut-être... le but le plus important de la saison en Angleterre, le lob contre City dernière journée, qui fait qu'on a un leader différent qu'on l'aurait sans ce but-là. Donc, mais bon, ils n'ont pas joué assez, ou ils sont pas suffisamment, pour moi, impactants ou forts pour être véritablement mon ailier gauche. L'aile droite et le buteur. Je veux bien qu'on aille sur l'aile droite. Ouais, parce que le buteur, en fait, voilà, il y en a 3. C'est un casse-tête. Et ça va être particulier. L'ailier droit, t'as Yamal qui est toujours aussi génial à voir jouer. Mais je suis parti sur Olysée parce qu'il a manqué, enfin il a rien manqué, et il est dans la continuité de ce qu'on a vu la saison passée. Pareil avec l'équipe de France, il est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. La création, la passe, le but. Moi j'aime bien ce que tu as dit sur Doku, qui a que des mauvaises options. Olysée, c'est pas le meilleur dribbleur, il va pas te faire des choses, voilà, mais en fait il a toujours ce truc dans les petits espaces de trouver la solution. Après avec les coéquipiers au Bayern, où tu as Gnabry qui revient très bien, tu as la révélation Karl, tu as Kane, j'ai pas besoin de vous présenter, de l'autre côté Diaz, tu as derrière lui Leimer, donc c'est vrai qu'il est très mal entouré, mais lui de plus en plus, je me suis dit que le move Crystal Palace Bayern, et en plus cette découverte de l'équipe de France A, il était vraiment dans une période idyllique, et il le rend bien à son coach, et voilà, de plus en plus dans la finition, je trouve qu'il a plusieurs registres différents, il peut finir plat du pied, frappe puissante, il n'hésite pas vraiment à tenter de plus en plus, en n'oubliant pas évidemment son rôle principal de distributeur, et ouais, je le trouve connecté à tous les endroits du terrain, et c'est pour ça que je le mets devant. Il est trop fort. Et ça peut pas être Yamal pour moi, parce que même si quand il joue il est intestable, il a raté un peu trop de matchs sur le début de saison. Même lui dirait, avec le match raté contre le Real Madrid, que tu peux pas le mettre dans le 11. Mais au lycée incroyable, et c'est quand même pas lui que j'ai mis. Ok. En fait, oui, non mais honnêtement, c'est aussi parce que j'ai voulu faire un choix un petit peu différent, mais j'argumenterais quand même que le Bayern tourne tellement bien, alors que Greenwood à l'OM lui donne tellement rien. Il est la seule source de lumière offensive de l'OM en ce moment. C'est une pauvreté dans le dernier tiers qui est assez frappante. Mais lui est à un niveau vraiment, je pense... alors, il n'y a pas ce que fait le Bayern, l'OM n'est même pas leader de Ligue 1, etc. Mais le niveau de Greenwood en ce moment... Je pense que, vu la différence, disons, entre lui, son niveau de performance, et le reste de l'équipe, en tout cas dans son secteur, il est tellement 3 niveaux au-dessus du reste. Et l'OM joue quand même la Champions, et est quand même bien placé avec un match tonitruant de sa part contre l'Union, où il donne la talonnade qui provoque le but, et les 2 buts, que ce soit le Ronaldo chop pied gauche, ou la frappe pied droit, là, en étant un peu cramponné, en squat là, sur ses appuis, pour la cadrer, est tellement fort. Il est à 13 buts en Ligue 1, plus 3 en Champions, et c'est vraiment de lui que vient absolument tout, je trouve à Marseille. Même s'ils sont la meilleure attaque de Ligue 1, c'est vrai, en nombre de buts marqués, mais là, depuis pas mal de matchs, depuis 12 matchs, je suis allé checker, Marseille a fait 6 matchs à soit 0 but marqué, soit un seul but marqué. Ils ont fait un match à 4 tirs contre Lille, ils ont fait un match à 6 tirs contre Auxerre, et Greenwood est en
en but marqué en championnat, le 4e meilleur buteur d'Europe derrière Kane, Haaland, Mbappé, à égalité avec quelques autres. Mais surtout, je trouve que le trio, peut-être, au lycée est pas mal. Au lycée est similaire dans cet impact, mais le trio tir, passe, dribble, le sorte de les 3 catégories popcorn un peu d'un joueur offensif, les 3 catégories mainstream d'un joueur offensif. Greenwood fait les 3, et de plus en plus, je trouve, qu'il fait comme ce qu'un un ancien coach et analyste de NBA disait, Stan Van Gundy, il disait les grands offensifs, ils savent... Alors, les très bons offensifs savent tirer, passer, dribbler, mais les grands offensifs savent quand dribbler, quand tirer, quand passer. Et je trouve que de plus en plus, la sélection de Greenwood, elle s'est affinée en ayant du volume dans les 3 catégories. Il est là contre le Real Madrid, il fait un match, quand tu combines tir, passe clé et dribble réussi, il est à 10 au total. 10 contre l'Atalanta aussi, 9 contre Newcastle, donc des vraies performances champions impactantes, contre l'Union Saint-Gilloise, comme on a dit aussi, 13 contre Monaco l'autre jour. Et je le trouve à un niveau actuellement, Greenwood, peut-être qu'au lycée reste un meilleur joueur que lui, mais Greenwood en ce moment, je pense c'est un niveau quart de finaliste de Champions, mais genre facile. Et je parle pas de l'année dernière Dortmund ou Villa, je parle quart de finaliste de Champions, tu le mets à la place de Mo Salah, aujourd'hui Liverpool est meilleur. Tu le mets à la place, le Real Madrid cherche un ailier droit depuis combien de temps maintenant, tu le mets là, le Real Madrid devient meilleur. Et c'est vraiment le début de saison, donc j'ai envie de consacrer un joueur du début de saison qui disparaîtra peut-être sur la seconde partie de saison, en tout cas en Ligue des Champions, alors qu'au lycée peut aller faire un vrai parcours dans ce Bayern de compagnie. Mais j'ai mis Mason qui va commencer à poser de plus en plus de questions inconfortables. Je pense que ce soit pour la sélection anglaise, même s'ils ont du beau monde à son poste, ou que ce soit pour un gros club qui potentiellement voudrait le recruter, parce que mec, tu peux pas rester indéfiniment à l'OM quand tu montres ce niveau de qualité qui est tellement au-dessus du lot. Mais est-ce que c'est possible niveau PR, niveau prise de position, on sait que ça va être éthiquement compliqué à négocier comme virage de recrutement pour certains clubs. Mais ouais, je suis choqué footballistiquement par le niveau de Greenwood. Ouais, il a aussi pris la nationalité jamaïcaine. Alors, c'est vrai. C'est plus pour peut-être parce que la Jamaïque a des accords pour limiter la place des extra-communautaires dans les effectifs. On sait que la Jamaïque va faire un barrage de Coupe du Monde, donc je me demande quelle sera sa position par rapport à la sélection. Mais moi, je trouve que vraiment, l'OM, il y a un truc sans Gouiri, et que finalement, Greenwood doit faire le taf de Gouiri dans l'aspect création, parce que Gouiri, c'est un œuf qui sait à peu près tout faire. Et il y avait évidemment cette arrivée, ces 5 mois où il a été stratosphérique, il a marqué, il a été bluffant. Et là, c'est vrai que c'est avant qu'il se blesse, t'as eu peut-être moins de buts, mais je le trouvais pareil, encore une fois, tellement précieux dans son apport et la manière d'évoluer avec Greenwood, un tout petit peu Pachao et puis même certaines projections. Et là, c'est vrai que Greenwood, t'as Aubameyang qui enchaîne de plus en plus en attendant que Robinho Vaz soit prêt. T'as Pachao qui statistiquement, ça va, mais on sait qu'une recrue à 30 millions, t'en attends plus. Et c'est vrai que Greenwood, il y a des passes. J'ai souvenir d'un truc contre l'Atalanta où il sert Højbjerg et Højbjerg rate sa reprise. C'est de plus en plus, on voit qu'il doit avoir les clés du camion. Il est souvent seul. Et le match contre Monaco, t'avais Rouli dans l'autre camp. T'avais lui, t'avais un peu Højbjerg au milieu et t'avais 8 joueurs qui tentaient d'exister. C'était très particulier ce match de Monaco. Ouais, je dirais avec Greenwood, t'as un ailier droit qui est un off à la finition, il est mortel absolument, c'est les 2 pieds, mais on a rarement connu des joueurs aussi ambidextres que lui. Il y en a de plus en plus, bien sûr. Dembélé qu'on connaît depuis un moment, Semenyo, c'est devenu de plus en plus quelque chose sur lesquels les offensifs qui ont de grandes prétentions travaillent pour être forts des 2 pieds. Mais 9, 10, ailier droit, joueur offensif total. Et j'adore son début de saison. Il nous reste le buteur, où c'est comme... c'est quoi, genre quand t'es interrogé par un psy ou quelqu'un te dit tout le temps il n'y a pas de mauvaise réponse. Et là, c'est peut-être un peu le cas sur le poste de numéro 9. Bon, moi j'ai mis Kane. J'ai noté Kane. Ok. Moi j'ai Kane, Haaland, Mbappé, en sachant que Mbappé, je le trouve bien mieux que la saison dernière, mais que même si individuellement, il y a des gros matchs où malheureusement peut-être c'est l'impression laissée par le Real plus que lui. Par exemple le 5-2 contre l'Atlético, il est décisif, tu vois. Avec Güler, c'est ceux qui pour moi sortent du lot.
Contre City, malheureusement, il n'est pas là. Le match contre Liverpool, il est un peu difficile de sa part. C'est pour ça que je le mets un petit peu en dessous, en sachant évidemment que je le trouve bien mieux. Il a enfin pu faire une prépa. Il y en a beaucoup qui se posent la question par rapport au trophée, l'impact. Pour moi, le Real, il faut le prendre comme un ensemble et des choix de Florentino Pérez qui ont conduit à cette espèce d'imbroglio où finalement tu te dis qu'il faut plus un manager qu'un tacticien ou qu'un jeune coach qui veut changer certaines choses, bouger des lignes comme Xabi Alonso, et qu'Mbappé n'est pas le problème. Ce qui fait des fois ce Real, c'est forcément, je pense, beaucoup son accord. Et après, est-ce que tu peux les remplacer, Kroos, Modric, dans leur histoire, dans leur postérité, dans leur héritage? C'est toujours aussi délicat. Et pourtant, tu vois, tu as un Tchouaméni qui revient bien. Mais au milieu de terrain, peut-être qu'il va manquer ça. Tu as aussi évoqué l'ailier droit. Après, Kane, Haaland, Haaland, c'est toujours aussi monstrueux, gargantuesque. Je trouve qu'il y a des connexions en plus qui se font avec Doku, Cherki, on voit l'entente sur et en dehors du terrain. Foden qui revient bien. Lui, il a un niveau, voilà, c'est comme à ses débuts quand il est revenu. Et tu sais, il y avait un soir de Première Ligue où je laissais la télé traîner en fond et t'avais les 100 buts de Haaland en PL. Je sais pas si tu l'as vu. Si, j'ai vu, ils ont sorti la même vidéo sur YouTube. Oh là là, t'avais vraiment le truc qui tourne et en fait tu restes scotché devant parce que t'as envie de vérifier 2-3 choses et en fait tu restes pour le quart d'heure, 20 minutes de vidéo et tu te rends compte qu'il y a des choses où le défenseur qui tente de faire des retours physiquement, il le bouscule, il dit va-t'en, laisse-moi aller jusqu'au bout. Ce gars-là est juste titanesque. J'ai mis Kane, mais peut-être qu'il y a moins de buts incroyables, mais c'est, voilà, pour tout ce que fait de très bien le Bayern de compagnie en termes de qualité offensive, où chaque offensif aurait pu être dans ce 11, et je trouve qu'il y a un match qui pour moi a marqué ça de la part de Kane, c'est celui contre Dortmund, le classiqueur, où tu vois sa palette. Il est 6, il est 8, il est partout sur le terrain. Et pourtant, oui, il y a d'autres manieurs de ballon au Bayern. Kimmich, Pavlovic, il y en a quand il rentre intérieur, comme Leimer, Stanisic, c'est très bien. Mais lui, il a ce registre complet. Et c'est parce que je trouve qu'il a atteint... En fait, Kane, il a eu plusieurs vies aussi, où il a été toujours très très bon. Tottenham le finisseur, mais aussi déjà un peu ce playmaker. Déjà au Bayern, on s'est rendu compte que c'était la machine à but, que la Bundesliga était fait pour lui. Mais là, passer la trentaine, garder ce niveau, également en Ligue des Champions, moi, c'est pour ça que je le mets devant. Mais j'imagine, toi, tu auras aussi des arguments pour d'autres. J'ai mis Haaland, mais j'avais Kane au départ. Notamment pour ce que tu viens de dire, moi aussi le match contre Dortmund m'avait choqué et je pense qu'on a cette sensibilité pour les 9 complets, les décrochages d'Haaland, de Kane pour participer à la construction entre les deux centraux et envoyer des obliques de 50 mètres comme ça, ça fait pas mal vibrer. Et les stats là-dessus, elles sont folles. Genre, il touche 3 fois plus de ballons dans le premier tiers qu'il en a jamais touché de toute sa carrière. C'est devenu vraiment l'expression un peu hasardeuse, mais un 6, 9, et il est trop fort, donc j'adore. Mais moi, ce qui m'a un peu dérangé avec Kane, c'est son match totalement anonyme contre Arsenal. On l'attend dans le 1 contre 2 en Europe, et il termine avec 0 tir. Ça faisait 2 ans que ça lui était pas arrivé, un match à 0 tir pour Kane, et c'était le gros rendez-vous pour un joueur qui, en plus, c'est le seul reproche que tu peux lui faire. C'est il faut maintenant step up dans les très grands moments. Et du coup, ça, c'était une opportunité, et une opportunité ratée. Alors que de l'autre côté, Haaland est en mode extraterrestre absolu. 23 buts PL plus LDC avec seulement 2 pénaltys sur les 23. En Première Ligue, il a 16 non-penalty goals. Les joueurs qui sont deuxièmes de ce classement, c'est Ekitike, Welbeck, Foden. Ils sont à 7. Lui est à 16. Il a tellement un écart colossal. C'est le meilleur attaquant bout de chaîne de la planète, bien sûr, mais peut-être depuis je sais pas combien de temps. C'est une forme de Pippo Inzaghi sous stéroïde absolu. Il est choquant et le début de saison est monstrueux. Et City en a besoin, de la même manière que City a besoin d'un top Donnarumma, parce que leur projet de jeu, que j'adore, est très déséquilibré. Ce 4-1-4-1 avec Nico Gonzalez en tant que seul joueur de rest defense, avec devant les 4 moustiques, Doku, Foden, Cherki, Bernardo Silva et Haaland. Quand la contre-pression ne fonctionne pas, attention. Et ces 4 mecs-là, Haaland, c'est celui qui se replie le plus. D'ailleurs, j'ai vu une action l'autre jour où il y a les 4 défenseurs de City qui se replient, et Nico Gonzalez aussi, en traînant un petit peu parce qu'il est un peu lourd, Nico Gonzalez, même si je le kiffe bien.
Et Haaland, lui, il revient dans la surface de réparation, se fait check par Ruben Dias, je crois, en mode... non, par Donnarumma. Donnarumma qui a l'habitude de faire ça, qui fait avec Marquinhos, toujours les gros checks sur les actions défensives. Mais les autres, là, les 4 petits, ils ont du mal sur les courses de repli, forcément. Du coup, sur ces actions-là, tu as besoin qu'Haaland finisse. C'est comme, encore une fois, c'est comme au basket. Sur certaines actions, tu as intérêt à marquer le panier parce que si tu le marques pas, la transition derrière, elle fait très très mal avec toute ton équipe extrêmement déséquilibrée et pas prête à défendre. Et du coup, il faut qu'Haaland finisse, il faut qu'il ait cet énorme volume de tir, il faut qu'une action donne frappe. Et en ce sens-là, l'écart avec les autres joueurs de Première Ligue, on l'a cité, l'écart avec le mec qui devait être à une sorte de duel à distance, Gyökeres, il est on ne peut plus évident. Gyökeres a du mal à se trouver des situations de frappe. Haaland, c'est 4 frappes, 5 frappes par match. Et c'est un sacré total de buts aussi. Donc ouais, c'est mon 9. Ouais, là, tu m'as convaincu. C'est vrai que le match d'Arsenal, ça a été un peu plus compliqué pour Kane. Et je rajoute aussi, même si on se disait que ça allait être une certitude, mais qualifier la Norvège en Coupe du Monde. Tout à fait. Où il a eu, je crois que c'est quintuplé contre la Moldavie, un truc de fou. Et même l'entrée, le match contre l'Italie, la deuxième période, il te met un doublé sur une accélération de Nusa, je crois, et une séquence pas mal. Et en face, t'avais Donnarumma au cage. Et vraiment, il a, même en sélection, et c'est pour ça, j'aurais préféré que la France l'évite, mais ça va être aussi une grosse curiosité en fin d'année. Mais même ça, tu vois, le fait d'avoir enfin amené cette équipe, et souvent on lui reprochait, là on peut plus lui dire, voilà, il a pas emmené la Norvège en grand tournoi. Tout à fait, c'est très pertinent, et il a terminé meilleur buteur de la zone Europe, de très très loin, en marquant peut-être proche d'une dizaine de buts juste sur ce début de saison 2025-2026 avec la Norvège, même plus, 12 buts entre septembre et novembre, 13 même avec l'amicale contre la Finlande, en fait c'est choquant, Haaland il a marqué à tous ses matchs avec la Norvège depuis octobre 2024. Il est sur une série de 10 matchs d'affilée où il a marqué avec la Norvège, qui fait une des meilleures phases de qualif de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc ça, très très bon point. Même si Kane, je pense, n'a pas été mauvais avec l'Angleterre, mais oui, c'est encore quelque chose à mettre à son palmarès sur ce début de saison. Les gars, on espère que cette réflexion autour du meilleur 11 du début de saison vous a plu. Ça nous intéressait de le faire un peu avant que les titres décident et que les trophées sanctionnent. Là, on peut se positionner sur qui joue le mieux, qui est le plus fort. Le plus important, ce sera au printemps. Mais on espère que ça vous a beaucoup plu. Scipion, un dernier mot ? Écoute, merci encore une fois à toi pour l'invitation. On n'a même pas parlé du coach, peut-être un Arteta, même si ça a été peut-être... il y a un tout petit ralentissement en Première Ligue. Mais là, je suis en train de me demander... Après, tu as Unai Emery qui a refait un truc avec Aston Villa, encore une fois, où ils ont fait les 5 premiers matchs, ils ont marqué à Sunderland. Pareil, c'est tout ce genre de choses qui sont très, très curieuses. Tu as Le Bris qui, quand même, avec Sunderland, fait... on va pas dire des miracles parce que tu as eu un gros mercato, mais on sait que les promus en PL c'est toujours particulier. Mais là, il en a fait l'équipe qui pourrait pourquoi pas se qualifier en Coupe d'Europe. Donc, en termes de coach, Compagnie et son nouveau football semi-relationniste qui est en train d'inventer quelque chose, pas mal. Compagnie, Pierre Sage qui avec ce Lens-là fait un travail titanesque, et tu me dis que Lens là ils sont quasi champions d'automne, et non, c'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui font aussi plaisir. Donc merci encore une fois à toi pour l'invitation, toujours un plaisir de discuter ballon avec toi. C'était un plaisir. Écoute, prends-toi un verre d'eau parce qu'on est qu'à la mi-temps là. Je sais, vas-y. je vais changer de tenue pour faire genre on se retrouve un autre jour. On espère que ça vous a plu les potes, mettez-nous ça dans les commentaires, et rendez-vous très très vite pour la seconde partie. À tout à l'heure, bisous.